retrouve donc nos invités et on s'était interrompu sur une question qui portait sur le rôle et le poids des femmes en Tunisie et le vote qu'elles avaient eu. Je redonne donc la parole à Vincent Huget. Non, ce qui est assez frappant, c'est que précisément dans ce discours ambigu, et là je rejoins le doute méthodologique de Christian tout à l'heure, en disant donc pas d'angélisme, mais non plus pas d'acharnement ni de fausse intention, il dit très précisément ceci. Nous allons faire en sorte de respecter notre engagement envers les femmes afin de renforcer leur rôle dans la prise de décision politique, de sorte d'éviter toute marche arrière sur les acquis. On peut faire 2, 3 ou 10 lectures de ce propos-là. Pas de marche avant, par exemple. Alors, pas de marche avant. Ça, c'est clair. Donc c'est une double négation. Éviter une marche arrière. Et aussi. De quels acquis parle-t-il? Est-ce que la vision qu'il a du rôle actif de la femme dans la société politique tunisienne est le même que celui qu'on avait sous Ben Ali ou qu'on a ici en Occident? Il y a beaucoup d'équivoques là-dedans. Il n'en demeure pas moins que là encore, je pense que de cette manière, ce serait presque faire injure aux Tunisiennes et aux Tunisiens d'imaginer qu'elles iront la tête sur le billot sans se défendre, sans négocier, sans, encore une fois, instaurer un rapport de force. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un vrai enjeu de société, c'est un vrai débat de société. Ce débat a été masqué pendant 50 ans par des régimes autoritaires qui ont tout écrabouillé en disant on va tenir comme ça. Aujourd'hui, on a le cas en Tunisie, on va l'avoir en Égypte, mais les choses ont changé. C'est-à-dire que la société traditionnelle, on la découvre, l'islamisme politique, on savait qu'il existe, on voit qu'il gagne, il va gagner en Égypte si les généraux ne trafiquent pas tout le système, mais il y a une société moderne qui est née dans cette période-là. Et ces révolutions arabes dont on a dit qu'elles allaient finir dans l'automne hivernal de l'islamisme, les blogueurs, ils n'ont pas disparu. Les partis politiques qui se sont créés n'ont pas disparu. Les jeunes n'ont pas disparu. Les femmes qui travaillent. Vous parliez de la Tunisie et de l'Égypte. Vous mettriez la Libye aussi dans... Non, la Libye, c'est différent parce que d'abord, il n'y a aucune tradition. C'est un trou noir, la Libye. Il n'y a aucune tradition politique. Non, justement, c'est peut-être pas un trou noir. Sinon, il y aurait rien à dire. La Libye, elle n'a reposé que sur des clans, les tribus, ils ne savent pas ce que c'est que la notion d'État. Et pourtant, donc il y a tout à construire. Il y a eu une émergence d'une société civile au cours de ce conflit. Moi, je ne partage pas le diagnostic du trou noir pour une raison assez simple. D'abord, tous les experts de ce pays soutiennent que l'islam libyen est effectivement plutôt un islam tempéré au sens où il n'est pas compatible avec des projets d'émirats islamiques, etc. C'est un produit d'importance. Certes, vous avez vu les maquis islamistes de la Cyrénaïque dans les années 90, mais c'était eux-mêmes perçus comme des produits d'importation. Deuxième élément, encore une fois, chaque fois que j'ai discuté pendant cette période de tension extrême à Benghazi, à Misrata, à Zawiya, à Tripoli, avec des jeunes combattants, des rebelles, des étudiants, des médecins, des profs, etc., ils m'ont dit, vous croyez quand même pas qu'on risque notre peau pour se débarrasser de Kadhafi si c'est demain pour se retrouver sous le joug d'un émirat islamique. Alors, est-ce que le rapport de force, j'y reviens, c'est pas une obsession, mais c'est un enseignement de l'histoire, leur permettra de faire entendre cette voix-là? Je n'en sais rien, mais je veux dire, condamner par avance la Libye à la géhenne d'un islamisme sans retour me paraît hâtif. Ce que je disais quand je disais que le danger est bien que dans cette mosaïque de gens qui sont au pouvoir, tout le monde ne va pas forcément s'entendre. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va prendre le dessus. Alors, on va vous mélanger et ensuite on passe à autre chose. Avant la chute de Kadhafi, pour tous les observateurs, la Libye était un trou noir. C'est-à-dire un endroit où on ne pouvait placer aucune grille d'analyse parce qu'on n'avait d'abord accès à aucune information. Le pays était totalement en retrait de la communauté internationale depuis jusqu'en 2003 et qu'au fond, on n'en savait rien. Alors, le trou noir, c'est troublant. Oui, effectivement. On finit par se souvenir, effectivement. Vous avez raison que l'islam pratiqué en Libye, notamment sous la l'égide de la confrérie des Sénoussi, est un islam plutôt, modéré dans le sens où on l'entend nous, que par ailleurs, effectivement, il y a toujours eu une tradition et régionale et nationale en Libye. Et puis, en fait, on oublie aussi que la Libye est, à l'instar de l'ensemble des pays du Moyen-Orient et du monde musulman, un pays extrêmement jeune. C'est-à-dire que toutes les grilles d'analyse qu'on applique sur ces pays en disant ce sont des confréries, ce sont des tribus, butent sur le fait que cette population est urbanisée, elle est à 75%, elle a à 75% moins de 25 ans ou 30 ans, et ça change tout. Ça change absolument tout. Alors, messieurs, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on passe à autre chose, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures, et avec plaisir. Et on adorerait. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine à propos de l'euro, à propos de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a trouvé une issue à la crise, ou bien est-ce qu'on a
finalement montrer de manière de plus en plus criante les insuffisances de la gouvernance économique. Non, moi je pense qu'on a trouvé une solution à la crise, mais que le problème c'est l'Italie. C'est-à-dire que Uniquement l'Italie ? Oui. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution finalement assez acceptable pour tout le monde, à la fois pour les Français, pour les Allemands et pour la façon dont l'Europe fonctionne, à une crise qui se contenait des petits pays. Attendez, les autres pays qui ne sont pas de la zone euro sont pour le coup vent debout contre un certain nombre après tout. Oui, non, alors justement, alors ils n'ont qu'à y rentrer. J'essaie de dire que laissez-moi simplement préciser un truc. Quand je dis que le problème maintenant c'est l'Italie qui risque de faire capoter tout ce bel assemblage, c'est que c'est même pas l'Espagne qui a répondu aux problèmes qu'on lui posait et qui de toute façon ne pose pas les mêmes problèmes économiques. Oui. C'est vraiment l'Italie dans une espèce d'impasse politique. C'est l'Italie des affaires de M. Berlusconi. C'est l'Italie et ses 2600 milliards de dollars de dette. C'est l'Italie, c'est cette troisième économie de l'Union européenne qui risque de faire capoter l'ensemble. Moi, ce que je vois. L'Italie, c'est normal. En plus, ils se disent, on a enlevé la moitié de la dette grecque. Pourquoi nous, on en enlève? Bon, bref, ils vont un peu râler. Moi, ce que je vois quand même, c'est que sur le dossier de la gouvernance économique, on a progressé. Mais oui. C'est très important. C'était une des clés. Alors, dans quelle mesure on a progressé? Mais il faut y arriver. Il faut aller jusqu'au bout. On est en état de crise. On se rend compte qu'il faut créer des institutions, qu'il faut créer tout ça, ça bouge. La deuxième chose qui, moi, me frappe, c'est la toute-puissance allemande. Voilà un pays. Par contre cela, sans tomber dans des relents de germanophobie. Non, mais justement. Ils ont imposé la notion du modèle allemand, qui jusqu'au point où notre président bien-aimé a été obligé de faire harakiri ce matin ou hier soir en disant il va falloir qu'on fasse la même chose. Voilà un pays qui était divisé, séparé en deux, etc., et qui est de nouveau au centre, au cœur de l'Europe. Moi, je trouve ça absolument incroyable sur le plan historique. Ce n'est pas le modèle allemand qui s'est imposé. Ce n'est pas vrai. Parce que en tous les cas, la puissance allemande, elle est là, elle est au cœur de l'Europe. L'Eurogroupe, c'est eux qui ont pris les décisions. C'est Madame Merkel qui est la patronne. Et je trouve que historiquement, ce n'est pas vrai. L'Allemagne qui impose, mais qui impose quoi? Est-ce qu'elle impose l'austérité? Dans cette ère de l'euro-rustine, parce qu'on n'arrête pas de mettre des rustines, c'est vrai, moi je pense que les Allemands, en effet, il faut les respecter. Moi, de côté, je les admire, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des gens qui ont une vraie discipline intellectuelle dans l'action et tout. Et je pense qu'on devrait, en effet, s'inspirer de l'action des Allemands dans leur façon de conduire leur économie, et que les Français, je regrette encore une fois de plus, on est plutôt du côté des Latins. Alors les Latins, on retrouve les Grecs, les Italiens et tout. Et je crois qu'il y a quelque part, il y a en effet une fracture dans cette Europe entre une façon de mener les politiques entre le Nord et le Sud. Mais non, c'est pas vrai. Si. Non, mais là, vous avez raison. Ne répondons pas. Vous, oui, mais vous, non. Ce que j'essaie de dire, c'est que je vois Vincent Hugeux perplexe. Je voudrais essayer de sonder cette perplexité. Non, mais ma perplexité s'explique très simplement par la médiocrité de mon expertise dans ces matières. J'ai simplement été frappé hier en écoutant attentivement le chef de l'État par une sorte d'effort de pédagogie, assez réussi d'ailleurs techniquement. J'ai même cru comprendre, c'est vous dire. Et je me suis dit à un moment donné, mais rappelez-moi le nom de celui qui était à la tête de ce pays depuis maintenant près de 5 ans. Il y avait quand même quelque chose que j'ai trouvé assez étonnant dans l'approche. J'ai entendu des références à ce qui s'est passé au début des années 80, alors références qui pouvaient d'ailleurs être pertinentes dans certains cas, mais on avait l'impression qu'on avait là un commentateur et non pas un acteur. Et ça revient d'ailleurs à ce concept de la puissance allemande qui a été développé à l'instant. C'est-à-dire que voilà quelques années, le fait de devoir avaliser le concept même de modèle allemand aurait été anathémique pour beaucoup d'acteurs politiques français. Bon, et maintenant, on l'endosse. Pas tout à fait. Moi, je suis quand même assez âgé pour me souvenir que le modèle allemand a quand même fait rêver toute une partie de la social-démocratie ou des démocrates chrétiens en Europe et en France, notamment, pour la capacité au consensus, à la cogestion, etc. Je rappelle par ailleurs que ce qu'on a adopté récemment là n'est pas du tout ce que les Allemands voulaient. Les Allemands refusaient absolument tout transfert d'argent entre pays, et surtout ne pas parvenir à avoir à sauver un pays comme la Grèce, par exemple. Eh bien, on est arrivé à l'inverse. On a quand même réussi à les convaincre de mettre de l'argent au pot pour pouvoir aider la Grèce. Deuxièmement, les Allemands refusaient absolument tout achat de bons du Trésor. C'est la conception de la Banque Centrale Européenne qui ne devait absolument pas elle-même intervenir pour acheter les bons du Trésor. Je crois que les Allemands, je suis tout à fait d'accord avec vous, les Allemands ne voulaient pas de tout ça, sauf qu'ils savaient que, in fine,
on y arriverait à un certain niveau. Ils sont très pervers. Simplement, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'Europe. Ils négocient. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur marché européen qui représente 80% de leur business. Que si la Grèce tombe, l'Italie tombe, l'Espagne tombe, c'est le BINS, comme a fait hier le président, il a dit c'est l'apocalypse. Moi, je pense que c'est des gens qui ont négocié leurs intérêts pied à pied jusqu'au bout, qui ont obtenu la solution qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que je dis, moi, ce qui me frappe, c'est que le cœur politique de l'Europe d'aujourd'hui, il est à Berlin. Parce que c'est un cœur démocratique. Parce que Mme Merkel. Alors, est-ce qu'il est vraiment politique, ce cœur de l'Europe? Là, c'est un rapport de force, mais est-ce qu'il est politique, Moi, j'ai dit, on parlait tout à l'heure, on est tous d'accord pour dire qu'il faut une réelle gouvernance politique et économique de l'Europe. Il faut l'axe franco-allemand, ça c'est évident. Mais j'ajouterai une chose. Et cette fois-ci, je renvoie la balle de l'autre côté de la Manche. Les Anglais, c'est quand même une puissance, qu'on le veuille ou non. Et il faudrait peut-être qu'un de ces jours, nos amis britanniques, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais se décident à savoir s'ils acceptent de quitter leur livre et rentrer dans l'euro, comme les autres pays, qu'on ait une Europe avec des euros. Et pas 17 d'un côté. Sarkozy leur a fait comprendre d'une manière un peu cavalière d'ailleurs. Hein. Oui. Il faut dire que je pense qu'à un moment donné, les ministres britanniques n'avaient pas fait dans l'élégance non plus. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se mette à table et qu'on soit 27 avec l'euro. La réalité, c'est que l'économie dominante de l'Europe aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Pour de bonnes raisons. Ils se sont réformés dans les années 90, ils ont réussi à maintenir une industrie puissante, c'est une industrie d'exportation, et vous avez raison, ils vivent de nous, c'est-à-dire ils vivent de ce que nous leur importons. Bon, bien, ils le savent, et donc en bon pragmatique, ils essayent de trouver des solutions pour à la fois sauver leur économie, en même temps sauver leur modèle, et peut-être éventuellement dire que leur modèle n'est pas si stupide que ça. De quoi nous parle-t-on depuis 1 an en France? On nous parle de réindustrialisation de ce pays, alors que pendant des années, on a mépriser notoirement l'industrie dans ce pays. Que ont fait les Allemands? Ils ont fait ce dont on parle depuis 1 an en France. Ils ont réindustrialisé leur pays. Ils n'ont surtout pas abandonné le début du commencement. Maintenant, on va faire comme l'Allemagne. Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que il y avait jusqu'à présent 2 ou 3 modèles en Europe qui pouvaient se défendre. Avec la crise, il n'en reste effectivement plus qu'un. Et le roi est nu. Oui. Alors, messieurs, que vous inspire la réélection de Cristina Fernández? Muchísimas cosas. Alors, quelle chose en produit? Bon, d'abord, c'est très argentin, ça, de faire des livres. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on est en Argentine. Je rappelle donc qu'elle est réélue avec 54% dès le premier tour. Oui. Alors ça, le jeu en Argentine, c'était de savoir si elle serait élue avec 52, 53 ou 54. Bon, ouais. 54, c'est pas mal, hein. Ça fait d'elle une des présidentes les mieux élues de l'histoire de l'Argentine. Ça ferait rêver quelques sortants. Ça ferait rêver quelques sortants. Alors, elle n'a pas été aussi bien réélue. Elle n'a pas été aussi bien réélue que Perón, hein, qui est un peu la figure tutélaire de la vie politique argentine, qui avait été élue au premier tour avec 60% des voix. Mais par contre, c'est pas la première fois qu'un couple politique s'impose de cette façon. C'est-à-dire, elle n'a pas cessé de faire référence. C'est la première fois qu'un couple politique dont l'un des membres éminents est mort depuis quelques mois, quelques années. Et d'ailleurs, au passage, le décès de C'était le cas de Perón. Hein. Alors, ça fait 1 an aujourd'hui ou hier? Un an. Les analystes argentins considèrent que, d'une certaine manière, en s'effaçant de la planète, il lui a rendu un signalé service, sans cynisme aucun. À savoir que la personnalité de Nestor, monsieur Kirchner, qui était plutôt abrupte, anguleuse, qui notamment, à un moment donné, a affronté sans finesse excessive les syndicats, les paysans, etc., en disant, grosso modo, on ne discute pas avec vous. Cette personnalité-là pesait lourdement, en quelque sorte, sur l'entité conjugale politique. C'est vrai. Et maintenant, libérée, affranchie de cette sorte de présence tutélaire de celui qui était son mari mais aussi son prédécesseur, on sent qu'elle a réussi à tricoter une image beaucoup plus douce, beaucoup plus accommodante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coins du monde, comme l'Afrique subsaharienne, où on sent une très nette tentation de dévolution dynastique du pouvoir, et là, on serait en train d'inventer un modèle de dévolution conjugale. Par rapport à l'ensemble de l'Amérique latine, où il y a parfois cette tentation d'une sorte de néo-gauche plus ou moins anti-impérialiste. Là, on est quoi? On est où en Argentine? C'est du néo-péronisme? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai lu et qui m'a frappé, c'est les critiques très très violentes
du monde libéral incarné par notre hebdomadaire favori britannique sur la politique économique de l'Argentine et qui expliquerait, selon eux, le fait qu'elle a fait 54%, puisqu'en gros, c'est une économie pratiquement fermée, protectionniste, bourrée de subsides à tous les étages, et que l'éditorialiste disait, ça serait peut-être bien, maintenant qu'elle a un deuxième mandat et qu'elle n'a pas à se préoccuper d'être réélue, de moderniser cette économie qui est quand même un petit peu en marge du monde depuis qu'elle a craché il y a 10 ans et qu'elle est toujours... Qui est en marge, mais qui fait des taux de croissance importants. C'est un pays qui importants. était au bord du gouffre. Souvenez-vous que l'on parlait de l'Argentine, voilà une décennie, dans les mêmes termes que ceux qui sont employés pour la Grèce d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment sauver l'Argentine. Or, c'est un pays qui, depuis maintenant 8 ans, a une croissance moyenne de 8%, l'exception de l'exercice 2009 qui a été un peu plus tempétueux. C'est un pays où, quand même, le chômage est inférieur ou égal à 7%. On achète demain matin ici. Et c'est un pays aussi où la consommation... Alors, certes, socialement, c'est assez rude quand même. Il y a eu des manifestations... de 4%. Elle est une société protégée et en même temps extrêmement rude dans ses rapports sociaux. J'ai des souvenirs... Elle est péroniste au carré. Il y a le populisme de gauche qui est celui de Chavez, et puis il y a une forme de populisme de droite ou de centre-droit, néo-péroniste. Oui, alors en même temps, elle est bizarre. Elle a quand même pris des mesures qui sont très de gauche. Elle a donné une allocation à tous les plus pauvres du pays. Elle a sorti une allocation familiale. Elle a assuré l'éducation. Elle essaye d'assurer l'éducation pour tous. Oui, c'est du keynésianisme, bien sûr, bien compris. C'est de la redistribution, on sait bien. Mais cela dit, c'est pour l'Amérique latine, moi qui connais bien l'Amérique latine, des choses assez nouvelles qui ne se sont vues au fond qu'au Brésil avant elle. Et d'ailleurs, le Brésil n'est jamais très loin de ses préoccupations. C'est le pays d'à côté, le grand pays d'à côté. Elle a longtemps regardé Lula. Et il y a beaucoup de gens et elle adapte d'une certaine manière à l'Argentine. C'est vrai que c'est une économie fermée, c'est une économie aussi très ouverte parce que très exportatrice. Le soja, on a besoin du soja argentin dans le monde entier. Les Chinois n'ont même pas pu s'en passer pendant 3 ans. Ils ont été obligés de venir à récipicence pour essayer d'obtenir un nouveau producteur mondial. Voilà. Et donc de belles perspectives. Il y a beaucoup de gauche, beaucoup de droite et beaucoup de dirigisme en elle. Il y a beaucoup de contradictions argentines. On a malheureusement... Je voudrais juste ajouter quelque chose. Juste un mot. Juste un petit mot. Ça se passe en Argentine. Oui. Ce régime a permis, qu'on le veuille ou non, qu'aujourd'hui on est condamné à la prison à perpétuité. Le commandant Astiz de l'école de marine argentine, qui était avec l'amiral Massera en 77, Massera, Agostier et toute l'équipe, qui avait tué nos 2 religieuses à Mar del Plata, et je trouve qu'il faut le signaler parce que là il y a quand même un progrès au niveau de la justice, et qu'on a condamné les assassins de nos 2 religieuses. Merci infiniment, messieurs. Merci à tous les 4. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau de France 24. D'autres informations immédiatement. Ça suit.